Et ce matin, nous sommes en compagnie de Claude Maillot, médecin spécialiste de la faune marine dangereuse tropicale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous travaillez sur les attaques de requins. On parlait moins du risque requin depuis quelques mois maintenant, mais là, plusieurs attaques sont survenues, dont une mortelle, beaucoup de signalements également de requins près des côtes. Le directeur du COS, Nicolas Chomard, qui était sur notre antenne, disait que si on devait noter le risque requin sur une échelle de 1 à 10, nous serions à 10. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui qu'il y a une recrudescence d'attaques de requins sur le territoire ? Alors, ce que je peux dire, c'est que au fil de ces dernières années, il y a eu une augmentation du nombre d'attaques de requins en Nouvelle-Calédonie. Par exemple, si vous prenez les 20 dernières années du XXe siècle et que vous les comparez aux 20 premières années du XXIe siècle, il y a un doublement du nombre d'attaques en Nouvelle-Calédonie. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que si on rapporte le nombre d'attaques de requins en Nouvelle-Calédonie à sa population, il est certain que le pays fait partie de ceux où il y en a le plus. Donc vous travaillez sur de la donnée statistique finalement après les attaques et vous analysez sur un certain nombre d'années pour savoir le comportement des requins ? Absolument. Alors c'est un travail qui a été initié il y a bien longtemps par Philippe Tirard, avec qui je travaille actuellement. Donc Philippe, il a commencé à colliger les attaques à partir des années 70. Je l'ai rejoint au début des années 2000. Et donc, nous avons construit une base de données qui est hébergée par l'IRD et qui permet de recenser les attaques de requins et d'en définir les caractéristiques. Donc finalement, c'est un travail empirique. Est-ce que ça suffit pour expliquer le comportement des requins ? On a beaucoup parlé de la sédentarisation des grands squales dans les baies de Nouméa notamment. Est-ce que vous arrivez à expliquer certains phénomènes via ces travaux sur les attaques ? Alors non, parce que notre travail est un travail d'observation. Donc nous produisons de la donnée brute, c'est-à-dire savoir ce que sont les attaques, combien il y en a, à quel endroit elles se produisent, qui est concerné, quelles sont les espèces en cause. Ensuite, pour le reste, non, parce que c'est pas notre travail, c'est le travail d'organismes scientifiques. Nous appelons de nos voeux, bien entendu, la réalisation d'études qui nous permettent de lever les doutes sur les questions que vous avez soulevées. Le terme de sédentarisation a été avancé. En fait, on ne sait même pas parce qu'on n'a aucune idée des populations de requins qui se trouvent dans les eaux de Nouméa. Il n'y a pas eu de comptage, ni avant ni après les abattages. Donc, en ce qui concerne la biologie des requins, on part de zéro. Alors, sur les attaques, est-ce qu'on voit une évolution, par exemple, des espèces de requins ? Est-ce que ce sont les mêmes espèces qu'il y a 20, 40 ans ? Oui, oui, non, ce sont les mêmes espèces. Globalement, on a en Nouvelle-Calédonie tout d'abord le tigre, le requin tigre, qui est mis en cause dans la majorité des attaques et la majorité des attaques mortelles. Ensuite, on a le requin bulldog. Et puis après, on a un certain nombre d'espèces, mais qui sont impliquées de façon beaucoup plus marginale. On parle aussi des périodes de l'année, notamment. Là aussi, vous avez des données fiables pour expliquer qu'on est dans une période à risque ? Non, j'ai des données fiables pour affirmer qu'on est dans une période à risque et malheureusement pas pour l'expliquer. Après, les explications sont des hypothèses. Oui, les attaques de requins en Nouvelle-Calédonie, c'est essentiellement pendant les mois d'été, avec donc janvier, février, mars, avec un pic au mois de mars. Alors peut-être parce que c'est la saison de reproduction de certaines espèces prédatrices. Peut-être qu'il y a d'autres facteurs. Encore un coup, il faudrait des études sur les comportements des requins. Pourquoi on a autant de mal à avoir des connaissances sur le comportement des requins ? Mais parce que ça demande des moyens financiers. Il faut que les organismes scientifiques soient sollicités par des collectivités locales. Vous savez mieux que moi que le pays étant exsangue, on ne peut pas malheureusement attendre d'avoir des programmes de recherche de grande ampleur qui soient lancés maintenant. Mais Claude Maillot, ça pourrait pas être un programme international, par exemple, savoir ce qui se passe dans d'autres territoires et l'appliquer à ici ? Est-ce que c'est possible ou pas du tout ? Alors, oui et non. D'abord, non, parce que on a des organismes, je vais vous citer l'IRD, parce que c'est celui qui me paraît le plus à même de mener ce genre d'études. On a des compétences locales, donc c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Et ensuite, parce que non, les problématiques sont pas les mêmes. Pour des raisons d'abord de distribution des espèces. Je vous donne un exemple. En Australie, leur problème numéro 1, c'est le grand blanc. Chez nous, le grand blanc, il était responsable d'une attaque mortelle. Voilà, c'est pas les mêmes espèces. Ensuite, c'est pas la même géographie. Il y a tout un tas de facteurs qui sont complètement différents. Donc,
certains éléments des expériences d'autres pays peuvent être importés, en particulier en matière de prévention du risque, mais on ne peut surtout pas faire de copier-coller parce que l'expérience calédonienne, elle est unique. C'est pour ça qu'il faut travailler dessus. Donc vous le disiez, donc les périodes de l'année, janvier à mars, on a aussi les périodes de la journée aussi où il y a plus de risques ou pas? Alors, est-ce que c'est vrai? Parce qu'on entend beaucoup parler du coucher du jour ou du lever du jour. Enfin, Oui, alors on va garder ces notions parce qu'elles sont vraies. C'est-à-dire que ce sont des notions qui ont été un petit peu transposées. Elles viennent des États-Unis d'Amérique, d'Australie, de la Réunion. Où on sait qu'il y a un maximum d'attaques à la tombée de la nuit, par eau trouble, personnes seules, présence de matière organique dans l'eau. Et c'est vrai, en Nouvelle-Calédonie, dans 25% des attaques. Ce qui veut dire qu'à l'inverse, 75% des attaques échappent à ce schéma et se sont produites alors que ces facteurs de risque n'étaient pas présents, c'est-à-dire en plein milieu de journée, plein soleil, au clair, y compris présence de personnes dans l'eau autour de la victime. Ça veut dire, Claude Maillot, qu'il faut être tout le temps vigilant dans ces activités nautiques? Je pense qu'il faut accepter le fait qu'on prend un risque lorsqu'on pratique des activités nautiques. Alors, le risque baignade a été fort heureusement pour les gens qui habitent Nouméa Sud, pris en compte avec la construction des filets anti-requins en maille d'acier qui me paraissent tout à fait efficaces et qui représentent d'ailleurs un très très bel exemple parce que c'est probablement parmi les meilleurs dispositifs qui ont été faits dans le monde. Et puis, vous avez, pour tous les autres usagers du milieu marin, eh bien, la prise en compte d'un risque avec des dispositifs de protection individuelle qui sont en cours d'évaluation. Je pense à ceux qui utilisent des champs électriques, dont la fiabilité paraît bonne, mais qui sont quand même des dispositifs que je perçois comme relativement fragiles, l'électricité au contact de l'eau. On ne sait pas toujours ce que ça donne. Il faut intégrer le risque, il faut l'accepter, ou ne pas pratiquer le sport nautique. Avec des activités plus à risque que les autres? Avec des activités beaucoup plus à risque que les autres, en particulier la chasse sous-marine, puisque les chasseurs sous-marins représentent 50% des victimes d'attaques de requins en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi ? Parce que de par l'activité elle-même, la capture du poisson, ça génère des stimulations alimentaires pour le requin, c'est-à-dire qu'il y a la trace odorante du sang du poisson dans l'eau, il y a les vibrations du poisson agonisant, il y a le stimulus visuel d'un poisson plus ou moins argenté qui se débat. Donc tout ceci attire des requins et donc potentiellement des requins dangereux pour l'homme et capables d'attaque. Donc ça c'est vrai même si vous citez jamais de cas particuliers, Claude Maillot, c'est vrai sur les dernières attaques qu'on a pu noter en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu des chasseurs sous-marins parmi les attaques. Alors lorsqu'on pratique la chasse sous-marine, bien entendu, il y a différents degrés dans le risque. Il est certain qu'il ne faut pas chasser de nuit et traîner son poisson à la filoche. Il est certain qu'il faut sortir le poisson le plus rapidement de l'eau sans le saigner, le vider, comme je l'ai vu faire. En Nouvelle-Calédonie, on utilise des petites bouées sabots qui sont très bien, qui sont conçues pour ça. Mais ça reste une activité à risque, la chasse sous-marine, contrairement à la plongée sous-marine, pour laquelle les risques d'attaque sont extrêmement faibles. Parmi les activités à risque, on a beaucoup entendu parler des foils aussi dernièrement, en disant que ça attirait peut-être les requins. Est-ce que là aussi, vous avez des statistiques là-dessus? On sait qu'il y a une personne qui pratiquait le stand-up paddle qui a été attaquée du côté de Nouville aussi dernièrement. Alors, c'est délicat de vous répondre parce qu'on n'a pas de données scientifiques fiables là-dessus. On a des observations. Donc, on sait que, et c'est une donnée qui nous vient de Hawaï, les foils sont réputés attirer les requins. Alors, probablement pour des raisons acoustiques, probablement visuelles. Et bien entendu, on a relevé en Nouvelle-Calédonie des attaques de personnes qui utilisaient des foils. Je pense que le foil est susceptible d'attirer le requin sur la victime elle-même. Je ne pense pas du tout, par contre, que, comme ça a été avancé, le foil soit en mesure d'attirer des requins dans une zone où sont les foilers. Ça fait partie des choses qui mériteraient confirmation. Alors, parmi les hypothèses explicatives pour revenir au début de notre conversation, de l'augmentation du nombre d'attaques de requins, on est toujours dans les hypothèses, on est bien d'accord. Il y en a une que j'aime bien, qui nous vient de Philippe Tirard.
Il faut bien se rendre compte que la Nouvelle-Calédonie, de par le fait que la zone économique est sous protection de la France, c'est une espèce de sanctuaire pour un certain nombre d'espèces qui sont pêchées de façon tout à fait raisonnable, et qu'au dehors, à côté, se développe un grand désert avec de la pêche illégale. Alors, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas une concentration de ressources pour les requins autour de l'archipel qui, de fait, attirerait les requins? Bon, c'est une hypothèse, et bien entendu, comme toutes les hypothèses, il faudrait qu'elle soit vérifiée. Et il y avait eu aussi l'hypothèse des réserves naturelles aussi, près des côtes aussi, qui pouvaient attirer les requins. Ça, vous y croyez ou pas forcément? Non, moi, j'y crois beaucoup moins. J'y crois beaucoup moins parce qu'elles ne sont pas extrêmement étendues. Non, je crois plus que ça fonctionne à une échelle beaucoup plus large. Hein. Je pense ça parce que les requins, je parle du tigre et du bulldog, sont des animaux qui sont capables de faire des déplacements de milliers de kilomètres. Hein. Par exemple, on a vu des requins tigres originaires de Norfolk atteindre le lagon sud calédonien. Donc je pense que c'est ces échelles-là, si toutefois cette hypothèse se vérifie. Donc ça, c'est des grands déplacements. Est-ce que les requins sont plus agressifs qu'avant ou pas du tout? Est-ce qu'on a la même type d'agressivité, le même type d'attaque? Ça, c'est une grande question. Je serais bien embarrassé pour vous y répondre. Il est possible que les comportements des requins changent. Il est possible que les requins aient, entre guillemets, appris qu'on pouvait représenter potentiellement des proies plus faciles que ce que notre taille ne le laisse supposer. Mais ça voudrait dire que toutes les attaques sont des attaques de prédation, et c'est absolument pas le cas. Donc on ne sait pas, parce que finalement, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, le comportement des requins au départ, il a été faiblement étudié, en particulier dans les eaux calédoniennes. Donc il faudrait qu'il y ait eu un état des lieux antérieur pour voir s'il y a des changements. C'est comme les populations. Et on arrive malgré tout à donner des conseils aux usagers de la mer. Vous en avez donné quelques-uns au fur et à mesure de cette interview, mais on a des conseils, des grandes lignes à suivre pour éviter le risque au maximum. Alors tout d'abord, bien entendu, respecter, soulever les 25%, il faut quand même respecter ces consignes, ne pas se baigner au crépuscule ou la nuit, ou pratiquer une activité nautique au crépuscule ou la nuit, voire au lever du jour, éviter de se trouver présent dans l'eau lorsque celle-ci est trouble. Je pense à l'eau qui est troublée par des grosses pluies qui sont porteuses de particules organiques. Ne pas se trouver à l'eau à proximité de rejets de matière organique. Ça peut être des rejets de pêche, ça peut être des cadavres de mammifères. Éviter de pratiquer l'activité qui est la plus à risque, qui est la chasse sous-marine. Rester à l'écoute des consignes des pouvoirs publics, parce que quand on vous dit que dans une zone il y a la présence de requins et qu'il vaut mieux ne pas y aller, c'est qu'ils ont été vus, donc c'est vrai. Dans une zone où est présent un spécimen d'une espèce dangereuse, et je pense aux observations de tigres et plus accessoirement de bulldogs, eh bien il faut pas y aller, bien entendu. Éviter de se mettre à l'eau dans une zone qui est connue pour avoir été le théâtre d'attaques de requins précédemment. Ce sont des zones à risque. Là où il y a une attaque, il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres attaques dans le futur? Alors ça dépend, parce que quelquefois les attaques peuvent se produire parce qu'il y a des facteurs à un moment donné qui peuvent expliquer la présence des requins. Mais d'une manière générale, les zones où il y a eu une attaque sont des zones qui sont plus à risque que celles où il n'y en a pas eu. Ça paraît une évidence, mais en fait... Statistiquement, quelles sont ces zones, par exemple ? Non, en ce moment, vous avez toutes les zones portuaires autour de Nouméa. Là, il faut absolument qu'il s'agisse des zones où il y a des armements de pêche, des navires de croisière ou la navigation de plaisance. Ce sont des zones avec des eaux extrêmement saumâtres, où on sait qu'il y a eu des rejets de matière organique. Et même s'ils sont plus, à un moment donné, ça a pu attirer certains requins. Donc toutes ces eaux qui sont des eaux extrêmement troubles et qui sont des eaux qui sont pas propres, bien entendu, faut pas y aller. Ce sont les principales zones à éviter. Ensuite, en ce moment, sauf celles qui viennent récemment de faire l'objet de signalements, je pense à Poé, je pense à Lifou, il n'y a pas de zone spécialement à risque. Mais c'est ça qui est un petit peu déroutant.
dans la problématique des attaques de requins en Nouvelle-Calédonie, c'est que telle zone qu'on pensait indemne de risque se révèle une zone à risque. Et je pense à la série dramatique d'attaques qui a eu lieu sur les plages de Nouméa ces dernières années, alors qu'on les pensait jusqu'à présent non exposés au risque. Donc il faut rester vigilant en fait. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Claude Maillot. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes médecin spécialiste donc, de la faune marine dangereuse tropicale.